L'histoire commence avec une jeune fille nommée Lufa, qui jure de devenir assez forte pour éradiquer toute inégalité du monde. En grandissant, on la voit entourée des corps de héros tombés au combat. Un groupe apparaît devant elle et lui conseille d'abandonner, car elle ne peut rien faire. Mais elle rétorque que ce sont eux qui sont perdus. Elle se précipite sur eux et en projette un au sol d'un seul coup, tandis que leur archer décoche ses flèches, qu'elle part toute. Un ours l'attaque au corps à corps, mais elle esquive ses coups et le projette contre la montagne avant d'éliminer l'archer avec ses épées magiques. Le guerrier la repousse d'un coup de poing, mais elle le domine facilement et le terrasse. Il se fait exploser pour tenter de l'achever, mais elle survit à l'explosion. Le chef du groupe essaie de l'attaquer par derrière, mais elle le repère avant qu'il ne puisse l'atteindre. Elle l'attaque donc la première, mais il s'agit d'une illusion, et le véritable adversaire apparaît derrière elle. Elle le poignarde, mais elle est stupéfaite de constater qu'il maîtrise la technique ultime et comprend qu'il a encaissé son attaque intentionnellement. Elle tente de s'enfuir, mais il la taillade tandis que le mage la scelle d'un sort. Elle rit et les félicite de l'avoir vaincu, et elle mentionne qu'il pourrait avoir une chance contre le roi démon. On apprend que tout cela n'était qu'un jeu, et le garçon n'arrive pas à croire qu'il a perdu le combat, mais il reçoit soudain un message, qu'il pense provenir de la société officielle du jeu. Il l'accepte sans le lire, mais il se réveille soudainement dans le corps de Luf et commence à perdre la raison, se demandant s'il a été transporté dans le jeu. Il essaie de demander des informations aux personnes autour de lui, mais il n'a aucun contrôle sur son corps et finit par utiliser une magie qui fait que tout le monde s'incline devant lui. Il réalise qu'il utilise la compétence raciale de Luf, qui exerce une pression sur les personnes autour d'eux. Lui. Alors, il essaie de l'arrêter, mais cela augmente encore plus la pression sur eux. Il parvient finalement à annuler la compétence et un elfe commence à perdre la raison en réalisant qu'ils ont invoqué le conquérant. Lufa comprend que l'elfe possède des informations à son sujet. Il commence alors à l'interroger. Mais l'elfe, pris de panique, s'évanouit. Ceux qui l'ont invoqué révèlent que Lua est scellée depuis 200 ans. Mais que le roi démon est toujours en vie. Ils ont donc tenté d'invoquer un héros pour le vaincre. L'Ophulet rassure et leur explique qu'il n'est pas le conquérant dont ils ont entendu parler, révélant que malgré sa défaite, il est satisfait du résultat. Il déploie ses ailes et en s'envolant, leur demande d'invoquer quelqu'un d'autre, car il souhaite explorer le monde. Dehors, il est ravi d'être dans son jeu préféré et de pouvoir y vivre pleinement grâce au personnage qu'il a créé. Il sait qu'il doit trouver un moyen de rentrer chez lui, mais il compte profiter de l'instant présent avant toute chose. On apprend alors qu'il se trouve dans un jeu appelé Xgat, qui se déroule dans le monde de Misgar. L'une de ses caractéristiques les plus célèbres est la guerre, où les joueurs s'affrontent et le vainqueur prend le contrôle de la nation du vaincu. Un autre de ces atouts est une fonctionnalité appelée roman, qui transforme les actions de fin de partie du joueur en une histoire publiée comme l'histoire officielle du jeu. Le joueur a créé le personnage le plus puissant, Lufu, et l'a utilisé pour unifier Misgar, une première dans l'histoire du jeu. Cet exploit fut si remarquable qu'elle devint un personnage semi-officiel. Mais le joueur sait qu'une ère dominée par un seul dirigeant puissant n'est pas propice à un jeu captivant. Il a donc négocié avec d'autres joueurs de haut niveau pour diviser leurs forces en deux, l'armée du conquérant, menée par Lufu, et l'armée de la lumière, menée par les héros. Ils ont livré la plus grande bataille de l'histoire du jeu, ignorant complètement le boss final officiel. La bataille s'est conclue par la mise sous scellé de Luther. Lufu se dirige alors vers la tour céleste qui lui servait de base. En y entrant, il est envahi par la nostalgie, même s'il ne la voit jamais en vrai. Assis sur le trône, il repense à l'époque où il discutait avec ses amis en jouant, mais un souvenir étrange lui revient, le faisant douter de sa propre existence. Une jeune fille nommée Dena apparaît devant lui, heureuse de le revoir après 200 ans d'attente. Mais comme il ne la reconnaît pas, elle se met à pleurer. Il mentionne qu'elle est sa conseillère, ce qui lui rappelle qu'elle est un PNJ qu'il a créé lors de la construction de la base. Il la félicite d'avoir protégé la base pendant son absence, ce qui la rend heureuse. Et il lui demande de tout lui raconter. Elle révèle alors que les 7 héros qui ont vaincu Lufa ont fondé leur propre nation, mais que 4 d'entre eux sont déjà décédés de vieillesse. Elle remarque que le roi démon est bel et bien vivant puisqu'il a réussi à vaincre les héros, mais il se demande s'ils sont aussi des joueurs comme lui.
Elle ajoute que les 12 étoiles célestes sont toujours en vie. Et il se souvient que c'est le titre qu'il a donné aux 12 monstres qu'il a obtenus, qui sont comme des compagnons PNJ. Elle révèle que 2 d'entre eux ont rejoint le roi démon car ils veulent se venger des humains qui ont vaincu Lufa, mais ils pensent qu'ils doivent être punis pour leurs actes. Il est ravi d'avoir enfin un objectif et annonça Dena qu'ils partent en quête des 12 étoiles célestes. Elle lui révèle alors l'emplacement de l'une d'elles. Nommée Bélier. Lutu déploie aussitôt ses ailes et s'apprête à s'envoler, mais Dena l'arrête, car ils doivent d'abord se préparer. Elle lui fait remarquer qu'ils sont sans le sou et qu'il sera difficile de gagner de l'argent. Car tout le monde connaît Lufa. La seule solution est d'accepter des quêtes d'aventuriers, car ce métier ne tient pas compte de leurs origines ni de leur identité. Ils décident donc de se lancer. Ils visitent une ville où Lu se plaint de la difficulté à marcher avec sa robe, mais Dena lui explique qu'ils doivent veiller à ne pas attirer l'attention. Arrivé à la guilde, Dena se souvient que Lufa était aventurier avant de fonder sa propre nation. Mais il ne comprend pas pourquoi il ressent cette nostalgie. Elle propose d'accepter une mission, retrouver une 12aine de chats. Mais il refuse, car ce n'est pas son domaine. Ils finissent par accepter une quête pour éliminer des orques. Ils arrivent dans un village où ils rencontrent le vieil homme qui leur a proposé la mission. Dena l'assure que Lufa s'occupera des orques. Ils se rendent à la base des orques, et Dena les trouve. S'il est que même la déesse doit les détester. Luther fait remarquer que la déesse aime tout le monde de la même façon. Mais Dena n'y croit pas. Il se prépare à attaquer les orques. En consultant ses statistiques, il constate qu'elles sont inchangées, mais il ne sait pas s'il aura le courage de tuer des monstres. Il utilise sa magie pour créer des épées et les lance sur les orques, mais il est surpris de ne ressentir aucune réaction, alors qu'il vient de les massacrer. Le reste des orques sortent pour l'affronter et se précipitent sur lui, mais il ne comprend pas leur lenteur. Il leur tranche la tête et le chef l'écrase de toutes ses forces. Pourtant, il n'en croit pas ses yeux, il est indemne. Il réalise que les orques sont faibles, mais qu'il est bien trop fort pour eux. Le chef tente de l'attaquer à nouveau, mais il s'approche rapidement et, d'un simple effleurement, le fait exploser. Tandis que Dena déchire les orques en morceaux, elle remarque qu'ils ont eu de la chance, car leurs filets n'ont pas été touchés, révélant qu'ils peuvent augmenter leur vitalité en les mangeant. Elle explique que les orques se battent sans cesse, il n'y a donc que 3% de chance que leur filet soit intact. Puis, elle les téléporte tous à la tour, ce qui impressionne Lufa. Après cela, il libère les femmes réduites en esclavage par les orques. Dena précise qu'elles n'ont pas été profanées. Lufa remarque alors que les orques sont des gentlemen. Ils prennent toujours grand soin des femmes dans l'espoir de gagner leur affection, mais les personnes qu'ils kidnappent les trouvent toujours effrayants, et ils ne peuvent donc jamais vivre en paix ensemble. Il serre un poing énorme et détruit leur base. Tandis qu'il retourne au village sur un golem, il se demande pourquoi personne n'a accepté la quête, pourtant si facile. Dena lui explique alors que le niveau de combat a baissé ces 200 dernières années et souligne que le plus fort épéiste du royaume qu'il a convoqué n'était que de niveau 120. Lufa est choqué d'apprendre cela, car de nombreux joueurs ont atteint le niveau 1000 comme lui. Mais Dena lui fait remarquer que l'on n'a qu'une vie. Elle explique que pour atteindre le niveau 1000, il faut s'entraîner et combattre chaque jour. Et elle souligne que son époque était une anomalie, car lui et ses héros rivaux ont pu atteindre le niveau maximum. Arrivé au village, le vieil homme leur remet leur récompense, et Lufa comprend qu'en cachant son identité change la façon dont les villageois le traitent. Le vieil homme lui demande s'il est sûr qu'ils peuvent garder le golem. Il explique alors qu'il les protégera en cas de nouvelle attaque des orques, et les villageois le remercient de son aide. Il lui demande son nom. Dena invente un pseudonyme, mais cela ne lui plaît pas. Il lui marche alors sur le pied. Après cela, ils reprennent leur route vers le royaume des sorts, fondé par le héros Meugri. Luther compte récupérer Harry. Découvrir si Meugri est un joueur. Lutu est intrigué par la lumière qui les entoure. Dena lui explique qu'il s'agit de Mana. À leur arrivée, elle présente aux gardes de faux laissez-passer pour entrer dans le royaume. Elphès souhaite rencontrer Magus, ce qui l'a fait se demander s'il compte prendre d'assaut le château, mais il explique qu'il réglera la situation pacifiquement. Il veut se rendre à la bibliothèque pour apprendre ce qui s'est passé au cours des 200 dernières années. Il demande de l'aide à un homme nommé Gans,
qui leur dit de le suivre. Dena lui présente Lufa, mais il lui marche de nouveau sur le pied, car elle a dit à Gans qu'il était louche. Il trouve les vêtements de Lufa bizarres, mais décide de ne pas lui poser de questions, persuadé qu'il a ses raisons. En traversant le pays, Dena est surprise par son animation. Gans remarque que depuis que les béliers les ont attaqués, les gens pensent que vivre là-bas est trop dangereux. Il rassure Lufa en lui disant que l'eau qui entoure le pays est un golem créé par les mégas. En consultant ces statistiques, Lufa est impressionné par son nombre élevé de points de vie. Gans leur montre un train qui les mènera à l'est, où se trouve la bibliothèque. Avant de partir, Lufa vérifie ses statistiques et constate qu'il est au niveau 82, ce qui est assez élevé pour. Les humains arrivent à la bibliothèque où Lu est surpris de découvrir des livres hostiles aux héros. Il estime que l'auteur devrait être puni pour trahison. Mais Dena fait remarquer que Méga ne dirige pas un gouvernement oppressif et révèle que Lufa n'est pas détesté de tous. Elle souligne que certains livres le présentent comme un méchant, mais que beaucoup pensent que s'il était encore au pouvoir, il n'aurait pas à vivre dans la peur des démons. Il commence à lire un livre qui raconte comment Lufa est apparu il y a 200 ans et a conquis le monde. Mais il n'a jamais été un tyran. Après sa défaite face aux 7 héros, les démons ont pu passer à l'offensive plus facilement, puisqu'il ne restait plus personne pour les arrêter. Les 7 héros se sont unis pour combattre le roi démon, mais ils n'ont pas réussi à le vaincre, ce qui explique la réduction drastique de l'habitat humain. Luther est choqué d'apprendre que le monde est au bord de la destruction. Et même s'il savait que le roi démon était toujours en vie, il était loin d'imaginer la gravité de la situation. Après avoir terminé sa lecture, il prévoit de partir à la recherche d'Harry, mais soudain, le sol se met à trembler et une annonce ordonne aux mercenaires de se rassembler à la frontière. Luffy demande à Dena à quelle fréquence le royaume est touché par des tremblements de terre. Elle remarque que c'est rare, mais il révèle qu'Harry possède un pouvoir capable de provoquer des séismes, ce qui les fait craindre une attaque imminente. Dena perçoit une fluctuation de mana et suggère d'aller vérifier en chevauchant le train, mais Lutu le trouve trop lent. Il utilise son alchimie pour créer un engin volant, et tandis qu'il vole vers la fluctuation de mana, il mentionne qu'Harry est un mouton arc-en-ciel qui aime la paix. Il pense que la seule raison pour laquelle il s'agit d'un sort d'attaque est qu'il a été vaincu par les héros, et il se souvient soudain de quelque chose qui le trouble à nouveau, car ce souvenir ne lui appartient pas. Nous revenons à la première rencontre entre Lufa et Harry. Lufa est surpris de découvrir qu'un mouton arc-en-ciel est un monstre légendaire qui ne naît qu'une fois tous les 500 ans. Harry se met à pleurer, et Lufa comprend que c'est parce qu'il fut humain et monstre depuis que sa laine est menacée, plus précieuse que l'or. Lufa lui fait remarquer qu'au lieu de pleurer, Harry devrait utiliser sa force pour attaquer ses ennemis, mais Harry bondit sur Lufa et le mord à la main. Il le plaque au sol et l'invite à le rejoindre, lui promettant de conquérir le monde. Harry accepte alors de suivre Lufa et devient son premier compagnon. De nos jours, Gans fait son rapport à son capitaine et est stupéfait par le nombre de monstres qu'ils doivent contenir en attendant l'arrivée des renforts. Mais le capitaine lui explique qu'ils ont n'ayant d'autre choix que de combattre, il remarque que le tremblement de terre précédent était une déclaration de guerre d'Harry. Ils savent qu'il n'a agi ainsi qu'avant d'attaquer, conformément à une règle que Lutz s'était imposée. Ils comprennent donc qu'Harry tente d'imiter son maître. Le capitaine ordonne aux mages de passer à l'attaque. Il lance alors des boules de feu sur les monstres tandis que les archers font pleuvoir des flèches. Les soldats se précipitent. Gans, armé de ses lances, se dirige vers les monstres et commence à les abattre, mais il réalise qu'ils sont trop nombreux. Il se demande quand les renforts arriveront, car ils ne peuvent plus les contenir et sont sur le point d'être submergés. Soudain, le golem Leia arrive à leur secours. Elle frappe les monstres d'une puissante attaque d'énergie et Méga félicite tout le monde pour leur courage, leur annonçant que c'est à son tour de les protéger. En voyant Leia éliminer les monstres, Lutra et Dena comprennent qu'elle peut s'en occuper seule. Lut pense même qu'elle pourrait vaincre Harry. Dena remarque qu'Harry est désavantagé car il utilise le feu tandis que Lydia utilise l'eau. Et elle a même le soutien de Méga. Elf pense qu'il ne pourra pas voir le statut de Méga puisqu'ils sont tous deux au même niveau, mais il est surpris de constater que Méga n'est qu'au niveau 5 cents. Lui remarque qu'il souffre également d'un malus appelé la marque du vaincu. Dena explique alors que le roi démon a maudit les héros après les avoir vaincus. Ils ne peuvent donc utiliser que la moitié de leur véritable
puissance, et Donna pense que Méga n'est pas assez fort pour créer un autre golem comme Leia. Harry s'avance pour l'affronter. Alors que le combat s'engage, Méga pense avoir l'avantage. Harry lance une boule de feu, et tous croient qu'il a raté sa cible, mais Lutus sait qu'il visait Megara. Lydia se jette alors sur le projectile. Elle se transforme en une vague gigantesque et tente de noyer Harry, mais celui-ci saute par-dessus l'eau et attaque Magri, qui se protège de son bouclier. Cependant, il commence à se débattre lorsqu'Harry s'enveloppe de flammes. Leia s'enroule alors autour de lui pour l'arrêter. Lutu remarque qu'elle remportera la bataille, mais pas la guerre, car le but principal d'Harry était de l'affaiblir, sachant qu'il ne pourrait pas la vaincre en une seule invasion. Lutu trouve déjà la situation étrange, car les monstres amenés par Harry sont trop faibles, et il pense qu'il battra probablement en retraite, sachant que Leia et Méga ne peuvent pas le suivre. Il se libère de l'emprise de Leia. Et alors qu'il prépare son attaque, Lufa décide d'intervenir car cela risque de poser problème. S'il affaiblit encore plus Leia, il repousse Harry d'un coup de pied, l'envoyant voler à travers les montagnes. Lufa atterrit devant moi, qui lui demande qui il est. Il ne révèle pas son identité, mais Magé se doute de quelque chose, car son comportement lui est familier. Lutu l'assure qu'il s'occupera d'Harry. Il dit à Donna de la suivre grâce à sa magie de téléportation, car il ne veut pas la faire voler dans tous les sens pendant le combat. Il s'apprête à partir, mais Méga l'avertit de faire attention, car quelqu'un contrôle Harry en coulisses. Lutu prend l'avertissement avec soulagement, car il vient d'un vieil ami. Lutu va à la rencontre d'Harry, qui ignore tout de son identité. Il est surpris qu'Harry puisse parler. Il déchaîne ses pouvoirs, et Harry comprend qu'il est Lufu, mais il pense d'abord qu'il s'agit d'un imposteur, car il est mort depuis longtemps. Il dit à Harry de se battre contre lui s'il ne le croit pas. Alors Harry s'enflamme et se précipite sur Lufa, qui l'arrête sans peine. Il projette Harry en l'air et le roue de coups avant de l'écraser au sol, mais son corps est enveloppé de flammes bleues. Lufa réalise alors qu'il est sur le point d'utiliser toute sa force et charge Harry, mais il comprend qu'il n'a toujours aucune chance. Luf le projette une fois de plus contre un mur, ce qui permet à Harry de réaliser qu'il est le véritable Luf. Il reprend alors forme humaine et se met à pleurer. Il serre Lufa dans ses bras, qui s'excuse de l'avoir inquiété, et Donna apparaît par un portail de téléportation. Harry cesse enfin de pleurer après 20 minutes et Lufa lui confie qu'il est en voyage pour rassembler les 12 étoiles célestes et l'invite à se joindre à lui. Harry accepte avec joie. Il est heureux d'être à nouveau le premier compagnon de Lufa et salue également Donna, mais il ignore qui elle est. Elle tente alors de lui expliquer. Il se souvient d'elle et réalise qu'elle est la fille qui se fondait toujours dans le décor, ce qui la contrarie. Elle se plaint de lui à Lufa. Il dit alors à Harry d'arrêter de l'embêter, car elle lui a été d'une grande aide. Mais Harry lui fait remarquer qu'il a simplement dit ce qu'il pensait, ce qui la met encore plus en colère. Lutu demande à Harry pourquoi il s'en prenait à Syl. Il explique alors qu'il voulait se venger des humains qui ont trahi Lufa alors qu'il essayait de créer un monde libéré des démons. Harry se met à pleurer et remarque qu'il était en colère que les traîtres qui ont vaincu Lufa soient qualifiés de héros. Alors, il tapote la tête d'Harry pour le calmer. Il pensait déjà que c'était la raison des agissements d'Harry, mais il se souvient que Méga lui avait dit que quelqu'un manipulait Harry. Lutu l'interroge donc à ce sujet. Il précise qu'il n'a aucune intention de se venger, mais qu'il est tout de même heureux qu'Harry ait ressenti le besoin de le venger. Raison pour laquelle il souhaite punir celui qui l'a manipulé. Pendant ce temps, un démon nommé Mars ordonne à son armée de monstres de marcher sur fil et d'éliminer tous les humains. Il sait que Lydia ne peut pas les arrêter, car elle est affaiblie, et il se réjouit à l'idée de tuer l'un des héros, estimant que le temps passé à manipuler Harry en valait la peine. Soudain, Luther et Harry arrivent du ciel et creusent un immense cratère dans le sol, ce qui surprend Mars. Il demande à Harry ce qui se passe, puisqu'il est censé détruire Syl, mais il précise qu'il y a renoncé après avoir compris que ce n'était pas ce que Luther aurait souhaité. Mars lui dit qu'il a déjà rempli son rôle, mais qu'il ne peut pas vivre puisqu'il les a trahis. Et Lufa lui conseille de se retirer, car il n'est pas encore remis de son dernier combat. Mars se demande qui est Lufa et confie qu'il ignorait qu'un être aussi puissant puisse encore exister. Il lui dit alors de s'en prendre à la chance s'il l'a croisé. Son corps se met à briller tandis qu'il dégaine ses couteaux, les recouvrant de glace et de flammes avant de se ruer sur Lufa.
Il se met à tourner autour de lui à une vitesse incroyable tout en se vantant de ses exploits. Il s'apprête à frapper Luffy, qui lui ordonne de se taire et le repousse d'un coup de poing. Il aperçoit le visage de Luffy et comprend qu'il s'est attaqué à la mauvaise personne. Luffy, quant à lui, n'en revient pas de sa faiblesse. Il se souvient que Mars avait mentionné qu'il était l'un des luminaires. Il interroge donc Harry à ce sujet. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, Donna surgit d'un portail et annonce qu'elle va tout lui expliquer. Elle révèle que luminaire est un titre donné aux 7 généraux du peuple démoniaque et que cette hiérarchie n'a été formée qu'il y a 80 ans, ce qui explique pourquoi Luffy n'en a jamais entendu parler. Elle mentionne qu'ils sont les démons les plus puissants, hormis le roi démon et son fils, ce qui surprend Lu, car Mars n'était même pas au niveau 300. Donna remarque que cela prouve à quel point le niveau des démons a baissé et révèle que, même si le roi démon a vaincu les humains, il a aussi perdu ses hommes les plus talentueux. Il n'a donc pas pu détruire le monde, et Luffy se demande si les seuls capables de le combattre sont le roi démon et les 12 étoiles célestes. Harry remarque qu'aucun monstre n'est mort. Luffy révèle alors qu'il les a épargnés car ils étaient manipulés. Mais il sait qu'ils pourraient attaquer les humains s'ils étaient laissés à eux-mêmes, alors il utilise un sort pour les asservir. Donna se demande s'il compte les emmener tous avec lui, mais il leur ordonne simplement de retourner dans leur habitat et de ne jamais attaquer les humains sans raison valable. Après cela, il retourne à Spellel et Luffy raconte à Mega ce qui s'est passé. Il pense donc avoir eu raison au sujet de Luffy. Il lui demande de l'accompagner, prétextant avoir besoin de discuter d'une affaire importante. Luffy repense alors à leurs parties endiablées. Il se souvient des longues conversations qu'ils passaient ensemble, mais il ignore si Maigre est bien la même personne. Il croise quelques individus qui le mettent en garde, car Leia et lui sont des figures cruciales pour leur nation. Donna remarque leur indifférence face à la sécurité de Maigre, et Luffy leur fait remarquer qu'ils ne pensent qu'à eux. Mega souligne qu'ils appartiennent à la haute société, censée défendre le peuple, mais qu'ils ne se soucient que de leur propre protection. Luffy se demande si c'est ce qu'il essayait de lui montrer, mais Mega précise qu'il voulait simplement lui faire constater ses erreurs. Il se dirige alors vers une pièce sans surveillance. Il ordonne à Luffy de se montrer, ce qu'il fait en ôtant sa robe, confirmant ainsi les soupçons de Mega. Il tente de saluer Mega comme un vieil ami, mais Luffy perçoit la peur sur son visage, ce qui lui fait penser que Mega n'est plus celui avec qui il jouait. Il demande à Luffy pourquoi il est revenu dans ce monde, se demandant s'il est là uniquement pour se moquer des humains et de leur déchéance. Mais Luffy explique qu'il a été invoqué par accident. Il est perplexe car il est l'ennemi juré de Mega, revenu d'entre les morts. Logiquement, Magar s'opposerait à lui, mais il reste passif. Lua se souvient des livres qui critiquent les héros et réalise qu'ils ont été rassemblés par Magara, qui se sent coupable de l'avoir vaincu, car cela a permis aux démons de passer à l'offensive. Il dit à Mager d'être fier d'avoir vaincu un ennemi puissant et de continuer sur la voie en laquelle il croit, ajoutant que c'est ce que le Mégar qu'il a connu aurait fait. Il demande à Luffy s'il est le peuple pour l'avoir trahi, car ils l'ont empêché d'atteindre son but. Mais il pense qu'ils se sont opposés à lui, parce qu'il n'était pas un bon chef. Il n'a donc aucune raison de haïr qui que ce soit. Et il me dit d'arrêter de me blâmer, car il est un héros pour le peuple. Il se souvient du moment où il buvait et riait avec Luffy discutant de leurs objectifs respectifs et il sourit en remerciant Luffy pour ses conseils. Après cela, Luffy restaure les PV de Leia, et Mega se demande où il compte aller ensuite. Donna mentionne donc qu'ils se rendent au tombeau érigé pour Luffy, car c'est là qu'ils pourront trouver l'une des 12 étoiles célestes nommée Balance. Elle précise que les disciples de Luffy ont construit la plus grande structure du monde en son honneur, et que le dernier étage abrite son trésor et son équipement. Libra est donc restée là pour tout protéger. Mais elle est devenue une véritable machine à tuer, éliminant quiconque s'approche. Luffy ne comprend pas pourquoi on risque sa vie pour lui voler ses objets. Mager révèle alors que toutes les armes légendaires ont été détruites lors du combat contre le roi démon et que les seules restantes se trouvent dans la tombe de Luffy. Il demande à Luffy de leur donner les armes dont il n'a plus besoin, et ce dernier accepte, annonçant à ses compagnons qu'il est temps de partir. Mais Mega lui offre de nouveaux vêtements et dissimule ses ailes avec un objet, sachant que Luta n'était pas à l'aise dans sa tenue précédente. Luta remercie Mega et lui fait ses adieux, tandis que Mega lui souhaite un bon voyage.
Ils se rendent ensuite chez Gans pour lui dire au revoir, et celui-ci est stupéfait de la beauté de Lufa. Mais il est encore plus surpris d'apprendre qu'Harry est un garçon, ce qui fait rire Lufa. Au moment de partir, Gans tente de demander à Lufa s'il est bien celui d'il y a 200 ans. Mais Lufa se retient et leur dit simplement de prendre soin d'eux. Alors qu'ils se préparent à partir, Donna suggère à Lufa de créer un golem pour voyager, mais il préfère utiliser sa magie de téléportation. Elle explique que le sort est réservé à un usage personnel. Et si elle veut téléporter un autre être vivant, elle doit l'assommer ou obtenir son consentement, mais il y a toujours un risque que la magie échoue. Lutu n'a rien contre le fait de simplement marcher, mais elle lui fait remarquer que tout le monde n'est pas surhumain comme lui, et elle pense aussi qu'il devrait préparer un bain au lit pour qu'il puisse se reposer. Il accepte, après avoir vu le regard d'Harry. Il utilise alors la magie pour créer une caravane qui impressionne ses compagnons. Il fabrique aussi des meubles, mais Donna les trouve trop durs. Alors, il les adoucit en les recouvrant de la fourrure d'Harry. Il décide d'appeler la caravane Anaka. Et lorsque Lua lui ordonne de les emmener à destination, ils sont émerveillés par son confort. La nuit tombée, ils trouvent un endroit pour se reposer, et Donna est surprise de découvrir une source chaude à proximité. Elle est impatiente d'y entrer et tente d'emmener Harry avec elle, mais il lui dit d'y aller sans lui, ce qui lui rappelle qu'il est un garçon. Elle se déshabille et entre dans la source chaude, mais Luffy se sent mal à l'aise car il est un homme dans un corps de fille. Il trouve finalement le courage de. Il enlève ses vêtements, mais refuse de se déshabiller complètement et garde donc une serviette. Alors qu'il s'apprête à entrer dans le bain, Donna l'arrête car il doit attacher ses cheveux avant de prendre un bain, sinon l'eau risque de se salir. Elle est sur le point de sortir pour l'aider, mais il lui dit de rester où elle est car il ne peut se résoudre à la voir nue. Tandis qu'il profite de la source chaude, Luffy ne peut s'empêcher de dévorer le corps de Donna des yeux, mais il est perplexe car il ne ressent aucune émotion. Elle remarque une espèce rare de grenouille, et il voit l'un des mâles changer de sexe car il n'y a qu'une seule femelle. Donna remarque qu'après avoir changé de sexe, les grenouilles commencent également à développer des sentiments pour le sexe opposé, ce qui surprend Lufa, qui craint de tomber amoureux d'un homme. En sortant de la source thermale, Harry décide d'y entrer à son tour, mais Luffy est surpris par son comportement efféminé. Le lendemain, ils arrivent à la tombe de Luther, mais Harry est surpris de voir tout un village autour. Donna lui explique alors que de nombreuses personnes tentent de piller sa tombe, ce qui explique la présence des marchands venus s'y installer pour faire fortune. Furieux, Harry jure de leur faire payer leurs crimes, mais Luffy lui demande de se calmer, et il est surpris par le sérieux avec lequel Harry s'adresse à lui. Il remarque un attroupement près de l'entrée et Donna interroge un groupe sur la situation. On leur révèle alors qu'une équipe spéciale est entrée dans le tombeau il y a 2 mois, mais qu'elle n'a toujours pas effectué son pointage quotidien. L'équipe a signalé hier être proche du sommet, ce qui explique l'excitation générale. Luther ordonne à ses compagnons de récupérer Libra avant qu'elle ne s'en prenne à l'équipe. Les aventuriers tentent de les dissuader, arguant que l'équipe initiale comptait 50 hommes au pouvoir, reconnus par la nation, mais qu'ils ont malgré tout eu du mal à conquérir le tombeau. Les aventuriers en concluent que Lufa et ses camarades n'ont aucune chance. Mais Lufa les rassure, tout ira bien. En pénétrant dans le tombeau, il tombe nez à nez avec un golem créé par Lufa lors de son combat contre les 7 héros. Et il le reconnaît toujours comme son maître, aussi ne l'attaquait-il pas, mais tente d'éliminer Donna. Lufa réalise alors que sa présence était si faible que même le golem l'avait oublié. Il s'apprête à l'aider, mais le groupe d'aventuriers avec qui il discutait arrive en trombe et tente de la sauver. Ils le frappent de toute leur force, mais ils ne parviennent même pas à l'égratigner, car leur niveau est trop bas. Lutu demande à Harry de les aider, et celui-ci projette le golem contre un mur d'un coup de poing enflammé, ce qui émerveille les aventuriers. Chacun se présente, et Lua est surpris par le déséquilibre de leur groupe, car ils sont tous des combattants de première ligne. Lua se présente à son tour et précise qu'il est rôdeur, mais Donna et Harry mentionnent qu'ils le sont aussi. L'un des aventuriers, Jean, fait alors remarquer que leur équipe n'est pas équilibrée. Lutu est choqué qu'une personne comme Jen essaie de lui faire la leçon. Il dit à Jen de ne pas s'inquiéter, car leur niveau est élevé. Mais Jen fait remarquer que même s'ils sont tous beaux, ce sont quand même des gros bras, ce qui agace encore plus Luffy.
Gênes propose que son groupe leur serve de garde du corps, et Luffy tente de refuser. Mais Dena accepte et dit à Luffy qu'ils peuvent se détendre jusqu'à leur arrivée à Libra. Pendant ce temps, l'autre groupe atteint le dernier étage où ils rencontrent Libra, qui leur ordonne de partir. Pacifiquement sous peine d'être expulsés de force. Ils tentent d'expliquer que l'humanité a besoin du trésor de Luffy pour survivre. Mais elle les prend pour des voleurs et les emprisonne dans sa barrière. Lofa et les autres progressent et tombent sur un autre golem. Les aventuriers essaient de le vaincre, mais leurs attaques sont inefficaces. Le golem les met à terre, mais Luffy lui ordonne de s'arrêter, ce qui leur donne l'occasion de le vaincre. Ils sont surpris par sa faiblesse, pensant qu'il ne faisait pas le poids face à eux, étant donné leur force. Luffy se demande combien de temps il va encore pouvoir les duper. Il rencontre finalement un autre golem, plus puissant que tous ceux qu'ils ont affrontés jusqu'ici. Luffy ordonne alors à tous de rester en arrière. Les aventuriers l'avertissent qu'il ne peut pas vaincre le golem seul, mais Harry et Dena disent. Il leur dit de ne pas s'inquiéter, car il doit avoir un plan. Il demande au golem s'il le reconnaît, mais celui-ci le prend pour un intrus et tente de le frapper. Il esquive l'attaque et tranche le golem en deux. Alors que le golem est sur le point de mourir, il reconnaît Luffy et lui souhaite la bienvenue. Luffy le remercie alors pour tout ce qu'il a fait pour lui et lui dit de reposer en paix. Les aventuriers demandent à Luffy qui il est vraiment, car ils savent qu'il les soutient depuis leur entrée dans la tombe. Il se comporte comme s'il connaissait Libra, mais il refuse de répondre à leurs questions et leur ordonne de rester où ils sont, car aucun d'eux ne peut survivre à la technique du brachium de Libra. Luffy s'avance, incrédule face à la tristesse qu'il ressent. Après avoir détruit le golem. Il pensait que cela aurait été logique pour le vrai Luffy, mais il n'éprouve aucun sentiment ni souvenir lié à cet événement. Il atteint le dernier étage, mais Libra le prend pour un intrus et le menace de mort s'il ne part pas dans les 10 secondes. Elle lance le compte à rebours, et Luffy lui montre ses ailes et lui demande si elle sait qui il est. Elle se demande alors s'il est son maître. Elle vérifie qu'il y a 99% de chances qu'il soit le véritable Lu, ce qui provoque un dysfonctionnement chez elle. Il lui demande de se calmer, expliquant qu'il doit la réparer. Elle l'avertit que s'il fait un pas en avant, elle n'hésitera pas à l'attaquer, mais il n'en a cure et s'avance vers elle. Elle transforme alors leur environnement et sort ses armes. Elle se met à voler grâce à son jetpack tout en lui tirant dessus balles et missiles, mais il parvient à tous les esquiver. À court de munitions, elle tente de le frapper avec ses poings, mais il est part sans effort. Libra décide d'utiliser Brachium et Luffy le sait, une compétence qui garantit de toucher ses adversaires. Il se prépare donc à encaisser les dégâts, puisqu'il est impossible de l'esquiver. Une immense quantité d'énergie émane d'eux. Son corps, blessant Luffy et réduisant ses PV, mais il encaisse et se dirige vers Libra, lui annonçant qu'il a enfin rejointe. Soudain, elle projette un rayon laser de ses yeux. Il esquive d'un bond, mais elle transforme sa main en épée et tente de le poignarder. Il part le coup en se précipitant vers elle. Il guérit toutes ses blessures, ce qui lui fait comprendre qu'il est le véritable Luffy. Elle met alors un terme à sa mission de garde du tombeau. Luffy est soulagé de la voir enfin apaisée. Il se demande cependant comment il expliquera tout cela aux aventuriers. En rejoignant les autres, il remarque que quelque chose cloche chez eux. Dena révèle alors qu'elle a modifié leurs souvenirs pour leur faire croire qu'ils ne les ont jamais vus. Que ce sont eux qui ont conquis le tombeau. LFAS se demande si c'était son plan depuis le début, et elle mentionne qu'il n'y a pas d'autre raison pour laquelle elle aurait laissé de tels obstacles les accompagner, ce qui le rassure de savoir qu'elle est de leur côté. Ils se dirigent vers le dernier étage et sont surpris par la quantité de trésors qui s'y trouvent. Mais soudain, Luffy se met à trembler. Dena se souvient qu'il aime les objets brillants, raison pour laquelle il a amassé tant de trésors, mais elle ne se rappelle pas avoir attribué une telle caractéristique à Luffy. Elle pense qu'il devrait prendre tout ce dont ils ont besoin avant qu'ils ne perdent la raison. Il la rassure en lui disant que cela n'arrivera jamais, mais elle lui ordonne de rendre les objets inutiles qu'il tient, ce qui le choque car il ne se souvient pas d'avoir ramassé quoi que ce soit. Elle lui dit de se rasseoir puisqu'il n'arrête pas de prendre des choses sans intérêt. Une fois qu'ils ont tout ce qu'il leur faut, elle lui demande de rassembler tous les golems, mais il se fatigue et se demande qui a bien pu créer une tombe aussi immense pour lui. Dena téléporte tout à la tour, mais Luffy se demande s'il est prudent de laisser les aventuriers derrière eux. Elle le rassure en lui
disant qu'ils s'en sortiront, et on les voit célébrer la conquête de la tombe. Après cela, Luffy dit à Libra de se réveiller et lui demande si elle ressent quelque chose d'étrange, mais elle le rassure en lui disant qu'il n'y a aucun problème. Elle remarque Harry et lui fait remarquer que son corps ne correspond toujours pas à son genre, ce qui le surprend car c'est la première chose qu'elle lui dit après 200 ans. Elle salue également Donna, mais Libra ne la reconnaît pas non plus. Luther précise alors qu'elle est sa conseillère, ce qui choque Libra puisqu'elle ne possède aucune information à son sujet. Elle tente de rafraîchir la mémoire de Libra en scrutant son visage, mais elle ne se souvient de rien concernant Donna. Elle explique qu'une partie de sa mémoire s'est détériorée et qu'il faudra plusieurs mois pour la restaurer, mais elle pense qu'il pourrait y avoir des informations sur Donna dans cette partie. Lofa se dit qu'il ne peut toujours pas savoir ce qui se passe dans l'esprit d'eux. Libra puisqu'elle n'exprime rien, mais il lui fera confiance puisqu'elle a protégé sa tombe pendant 200 ans. Il lui annonce que sa prochaine mission est de l'aider à récupérer les 12 étoiles célestes et lui demande si elle possède des informations à leur sujet. Elle explique avoir passé tout son temps dans la tombée. Ignore donc tout du monde extérieur. Donna remarque alors un petit village au pied des montagnes, créé par l'une des 12 étoiles célestes, Partno, qui y vit désormais en secret. Donna révèle que Partno a érigé une barrière pour protéger les monstres et les plantes sans défense de leurs ennemis, leur permettant ainsi de vivre isolés du reste du monde. Lutu est ravie qu'elle ait pris l'initiative au lieu de semer le trouble. Mais Donna lui révèle que la montagne où elle se trouve est sa terre natale et qu'elle a chassé tous les membres de l'aile céleste qui y vivaient autrefois. Elle a créé un sanctuaire désert sous son contrôle, ce qui le fait revenir sur ses propos précédents. Il se dit qu'elle aurait pu simplement attendre son arrivée en silence. Lutu se réveille d'un rêve étrange et Donna lui demande s'il va bien. Il lui fait remarquer qu'il a fait un rêve, mais qu'il ne se souvient même pas de ce que c'était. Harry se demande où sont passées les ailes célestes après que Partno les a chassées. Donna révèle alors qu'ils se sont rendus à Galeorn, un lieu fondé par l'un des 7 héros, Marak. Ils aperçoivent la capitale royale de Galeorn. Luffy, hésitant à se montrer aux ailes célestes, souhaite néanmoins rencontrer Mara, car il pourrait être un joueur comme lui. Il annonce donc à tous qu'ils feront halte à Galeorn. Ils sont immédiatement frappés par l'étrangeté de la ville, dont les bâtiments sont construits à flanc de falaise. Donna remarque que les ailes célestes sont divisées en 2 factions. Elle explique que les suprémacistes aux ailes blanches refusent de reconnaître les droits des ailes métis, se considérant supérieurs, et que Marak tente de maintenir la paix entre les 2 camps. Harry remarque que sous le règne de Luffy, la discrimination envers les êtres à ailes mixtes était interdite. Mais il ne se souvient pas avoir donné un tel ordre. Donna révèle que les 2 camps s'affrontent depuis 2 siècles et que Luffy se sent responsable de la persécution des êtres à ailes mixtes. Ils souhaitent donc y remédier. Ils aperçoivent les escaliers, mais réalisent que le chemin est encore long avant d'atteindre la capitale. Libra active alors son jetpack et les emmène en ville. Les êtres à ailes mixtes se rassemblent autour d'eux, car leur arrivée a fait beaucoup de bruit, et Donna s'excuse de les avoir dérangés. Un homme, pensant qu'ils doivent être fatigués du voyage, les invite à passer la nuit dans l'auberge de sa famille. Il décide donc d'y passer la nuit. LFAS rêve du père de son personnage, qu'il abattait lorsqu'elle était enfant, car il la tenait pour responsable des malheurs de sa famille. Il lui interdit de sortir et l'enferme à clé pendant qu'il se rend à une fête avec les autres oiseaux aux ailes blanches. La mère de Luffy lui rend visite, mais elle lui conseille de se reposer et lui fait remarquer que son père sera furieux s'il la voit. Elle donne du pain à Luffy et s'éloigne avec elle, mais son père les aperçoit et demande à sa mère pourquoi elle a aidé Luffy à s'échapper. Elle supplie son père de ne pas faire de mal à sa mère, mais se met soudain à tousser. Son père accuse alors Luffy d'être responsable de la maladie de sa mère. Il la jette à terre et emmène sa mère. Allongée au sol, Luffy se demande si son père ne l'aime pas à cause de ses ailes sombres. Elle se relève et s'enfuit, songeant à l'injustice du monde. Elle sait que personne ne viendra la sauver. Elle comprend alors qu'elle doit devenir plus forte pour changer les choses par elle-même. LFAS se réveille et Libra lui demande s'il va bien. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a simplement rêvé de son passé. Mais il sait qu'il n'a pas créé l'histoire de son personnage et il repense aux événements étranges qui se sont produits, réalisant qu'il n'est pas dans le monde du jeu. Elle se demande ce qu'il est advenu de l'âme du véritable Luffy,
puisqu'il est prisonnier de son corps. Pendant ce temps, au château du roi démon, les luminaires se réunissent, mais ils s'étonnent de l'absence de Mars. L'une d'entre eux, Vénus, fait remarquer qu'il était le plus faible des 7 luminaires et pense. Il est déshonoré depuis sa défaite face à l'une des 12 étoiles célestes. Elle mentionne qu'elle enquête sur celui qui l'a vaincu et remarque qu'il a des ailes sombres. Tous se demandent alors s'il s'agit de Luffy, mais ils pensent que c'est impossible puisqu'il est mort il y a 200 ans. Ils lui demandent si elle sait où il va. Elle indique qu'il est à Galée orné. Leur chef lui ordonne de le surveiller. Le lendemain, Luffy annonce aux autres qu'il souhaite rencontrer Marak, mais ils savent qu'il sera difficile de lui parler à cause du conflit interne. Laha suggère de rassembler des informations pour le moment, et Libra lui demande où il va. Il répond qu'il va enquêter sur l'être aux ailes mixtes. Pendant ce temps, Dena décide d'enquêter sur les êtres aux ailes blanches. Il suggère qu'ils se séparent, mais Libra s'éclipse soudainement, ce qui l'agace car elle attire trop l'attention. Harry révèle qu'une des étoiles célestes nommée, Kéros l'a invité à rejoindre le peuple démoniaque il y a longtemps. Il pense donc qu'il travaille avec les démons. Lutu parcourt la ville et aperçoit un temple noir. Il se demande alors quel dieu les êtres aux ailes mixtes vénèrent. Il voit sa statue dans le temple et un homme lui parle de leur religion, révélant qu'ils vénèrent Luffy comme leur sauveur. Il explique que les êtres aux ailes blanches les ont toujours méprisés à cause d'eux. La couleur de leurs ailes. Mais Luffy a utilisé sa force pour conquérir la nation et interdire la discrimination. Dès lors, tous ont commencé à les traiter avec respect et ils ont pu retrouver leur fierté, car on a cessé de les juger sur la couleur de leur aile. Lua demande à l'homme s'il a oublié Parthenau, celle qui leur a volé leur terre natale. L'homme explique qu'il se souvient encore d'elle, mais qu'il pense qu'ils ont été chassés de leur terre en guise de punition pour avoir trahi Luffy et permis aux démons de prendre le pouvoir. Luffy lui demande ce qu'il pense du roi Marak. L'homme répond qu'il est un imbécile et qu'il ne mérite pas le titre de héros. Oh! Voit Libra scruter la ville à la recherche de menaces. Elle réalise que personne n'est au courant de la présence de son maître. Mais elle aperçoit Dena qui cherche quelqu'un tandis qu'un homme suspect s'approche d'elle. Libra le prend pour un démon déguisé et l'interpelle aussitôt. Il prétend être un simple voyageur, mais elle sait qu'il ment. Comprenant qu'elle a percé son secret, il tente de l'attaquer par derrière, mais elle se retourne et tire un rayon laser. Il parvient à l'esquiver, mais elle lui annonce qu'il ne s'en sortira pas et commence à lui tirer dessus. On retrouve ensuite Harry, qui trouve le silence trop pesant et se retrouve soudain encerclé par une barrière. Cos apparaît devant lui, et Harry lui demande ce qu'il fait là. Il révèle alors qu'il travaille avec le peuple démoniaque pour vaincre les 7 héros. Il explique que ses intérêts convergent avec ceux du peuple démoniaque et invite Harry à les rejoindre, lui assurant qu'ensemble, ils vaincront les héros. On voit Merrick discuter avec des officiels aux ailes blanches qui lui ordonnent d'exiler la faction des ailes métissées. On apprend qu'il a fondé la nation pour les ailes métissées, sans refuge. Mais les ailes blanches ont perdu leur patrie, et il les a donc accueillies à contre-cœur. Mais elles ont fini par persécuter les ailes métissées. Il sait qu'elles ont eu tort, mais il veut respecter leurs suggestions car lui aussi possède des ailes blanches. Il se dit donc indigne d'être roi. Il se souvient comment ses parents l'ont élevé pour devenir le roi des ailes célestes. Et il a rencontré Luffy, persécuté à cause de ses ailes sombres. Mais elle a utilisé la haine du peuple comme carburant pour devenir plus forte. Et nous apprenons qu'il la respecte car il sait qu'il n'est rien comparé à elle. Nous retrouvons Libra qui continue de tirer sur son adversaire, mais celui-ci utilise sa magie pour se défendre. Il l'attaque avec son coup de vent, mais elle utilise son pistolet pour le bloquer et réalise qu'il maîtrise l'élément bois. Il admet qu'elle a raison et révèle qu'il est l'un des luminaires. Elle se nomme Jupiter. Elle se présente alors officiellement et transforme sa main en lame d'énergie. Pendant ce temps, Harry refuse de rejoindre Kéros, lui annonçant le retour de Luffy. Il tente de le convaincre de servir à nouveau Luffy, mais Kéros lui fait remarquer qu'il ne peut pas encore le faire, explique qu'il reste fidèle à Luffy, mais qu'il souhaite vaincre les héros avant de revenir auprès de lui. Il prend congé d'Harry et, après son départ, Harry réalise qu'il n'a aucun droit de l'en empêcher, car lui aussi voulait tuer les héros. Il se demande alors s'il devrait parler de Kéros à Luffy. Dena aperçoit un homme suspect et le suit jusqu'à une cachette où il retrouve ses compagnons aux ailes blanches. Il leur explique qu'ils ne peuvent pas compter sur Marak,
car celui-ci refuse de les écouter, et qu'il pense devoir écraser eux-mêmes les Hétros. Elle mixte. Il révèle que Jupiter lui a dit que ces derniers se préparent à la guerre. Il a donc recruté une armée d'eux. Volontaires, mais il s'étonne de l'absence de Jupiter à leur rendez-vous. Dena surprend leur conversation et comprend que le pays est au bord de la guerre civile, tandis que Jupiter répand des rumeurs pour aggraver la situation. Jupiter attaque avec ses lames de vent, mais Libra les repousse sans broncher. Il réalise alors que son corps est aussi dur qu'eux. L'acier, son élément étant le métal. Il sait que c'est le pire affrontement possible contre son élément, le bois, et il comprend qu'elle a mémorisé ses mouvements. Il décide donc de battre en retraite et s'entoure d'une tornade. Elle la traverse et comprend qu'il a réussi à s'échapper, mais elle est certaine qu'il ne survivra pas à leur prochaine rencontre. Après cela, Lutu et ses compagnons discutent de la situation et Dena rapporte que Jupiter incite l'aile blanche à déclencher une guerre. Libra précise qu'elle a combattu dans le quartier blanc et révèle qu'il est l'un des luminaires. Lutu en déduit que le peuple démoniaque est impliqué. Elle lui demande de lui préparer des armes et des munitions pour qu'elle puisse vaincre Jupiter, et il lui répond qu'il utilisera son alchimie pour lui fournir ce dont elle a besoin. Bélier déclare n'avoir rien à signaler, et Lufu annonça tous que le quartier noir a érigé une statue à son effigie dans son temple. Balance estime donc qu'il devrait les soutenir. Dena fait remarquer qu'ils n'ont pas besoin de s'impliquer dans le conflit, mais Balance explique que si cette nation tombe, le peuple démoniaque envahira le territoire et Luta n'aura pas le temps de rassembler ses forces. Elle suggère de former une alliance avec la faction mixte, car Luta pourrait les utiliser comme pions après la conquête du quartier blanc. Impressionné par sa suggestion, il déclare cependant qu'ils ne prendront pas parti et souligne qu'ils devraient plutôt se concentrer sur la capture de Jupiter afin de le démasquer publiquement. Dena comprend que Lofa a pour plan de le faire passer pour le méchant afin que toute la nation se ligue contre lui, mais il leur dit de privilégier leur sécurité car il veut qu'ils reviennent vivants. Jupiter est furieux que Libra ruine son plan. Vénus lui demande de se calmer, mais il fait remarquer qu'il ne peut pas vaincre Marax puisqu'il ne peut pas vaincre Libra. Vénus décide alors de l'aider et lui propose de contenir Libra pendant 20 minutes. Lutu utilise son alchimie pour fabriquer des armes et des munitions pour Libra et lui dit d'en prendre autant qu'elle le souhaite. Elle les absorbe donc toutes. Il lui rappelle de ne pas tuer Jupiter, mais elle remarque qu'elle n'a pas vu Dena depuis un moment, révélant qu'elle ne peut pas la détecter en ville. Il pense que Dena a utilisé sa magie de téléportation pour retourner à leur base, et Libra se demande s'il fait référence au sort d'évasion, ce qui lui procure soudain une sensation étrange. Il se souvient que la magie de téléportation n'existait pas il y a 200 ans, et Évasion est le titre du jeu auquel il jouait, mais il se demande pourquoi Dena peut utiliser un sort portant ce nom. Dena retourne à l'auberge, mais Luther et Libra commence soudainement à l'interroger. Il se demande pourquoi elle n'était qu'un simple PNJ de fond puisqu'elle maîtrise la manipulation de la mémoire et la magie de téléportation. Elle révèle alors qu'elle s'est entraînée dur pendant 200 ans car elle voulait être utile. Lufa comprend qu'elle dit la vérité. Il utilise son œil observateur pour vérifier ses statistiques. Et réalise qu'elle est assez forte pour affronter les 7 luminaires, mais il a toujours l'impression qu'il lui manque quelque chose d'important. Après cela, Dena révèle qu'elle peut emmener Libra où elle veut. Les conditions d'utilisation de la capacité d'évasion ne s'appliquent pas au golem comme elle. Libra veut tenter le coup et remarque que Jupiter ne s'est toujours pas approché des environs. Elle pense donc qu'il ne passera pas à l'action de sitôt. Elle annonce qu'ils seront absents pendant 10 minutes et Dena se téléporte avec elle, mais une explosion retentit soudainement et Lufa réalise que le quartier blanc est en flammes. Jupiter informe l'aile blanche que le quartier noir est responsable de l'attaque et il le croit immédiatement. Car ils n'ont jamais fait confiance à la faction mixte. Une atmosphère sombre enveloppe la ville et attise la haine entre ses habitants. Les deux factions se préparent donc à la guerre. Lua comprend que quelqu'un a utilisé la magie lunaire pour les rendre fous furieux et il sait que ce ne peut être Jupiter, car il est de l'élément bois. Harry. Lua demande à Harry ce qu'il fera si l'une des 12 étoiles célestes déclenche l'émeute. Il précise qu'il fera tout son possible pour les arrêter. Mais s'il lui reste fidèle, il les félicitera et leur dira qu'il ne souhaite pas détruire la nation. Harry, ravi, dit à Lua de lui faire confiance. Mais après son départ, Lua comprend que c'est Kéros qui a semé la panique. Jupiter, amusé par la scène,
remarque qu'il lui reste 10 minutes avant le retour de Libra, mais celle-ci apparaît soudainement derrière lui. Il se demande comment elle a pu arriver là, car Vénus était censée la retenir 20 minutes. Il suppose donc qu'elle a dû faire une gaffe. Libra lui ordonne de se rendre, car il n'a aucune chance. Il tente de s'enfuir, mais elle lui tire dans le dos et lance ses missiles à tête chercheuse. Il les détruit avant qu'il ne puisse l'atteindre, mais elle révèle avoir anticipé son mouvement et le projette violemment au sol. Il utilise sa magie du vent pour dissimuler sa présence, mais elle le repère tout de même. Il recourt alors à un sort pour se libérer et prend la fuite. Harry affronte Kéros, qui comprend qu'il est là pour l'arrêter. Il avertit Harry qu'il ne fait pas le poids, mais ce dernier refuse de céder. Kéros le foudroie de ses sorts. Harry utilise alors ses flammes pour se défendre, mais Kéros parvient à le maîtriser. Il sait que Kéros est plus fort que lui, mais il persiste. Il frappe le sol pour se libérer, s'entoure de flammes et charge. Il parvient à vaincre Kéros, mais réalise que ce n'était qu'une illusion. Le véritable Kéros invoque alors une sphère de ténèbres pour l'attaquer. Harry pense que tout est fini pour lui. Mais Lufa le protège et demande à Kéros pourquoi il tente de tuer son allié. Fou de joie de revoir Lufa, il se met à pleurer. Lufa comprend alors qu'il lui est toujours fidèle. Il comprend la soif de vengeance de Kéros, mais lui assure qu'il ne veut pas détruire la nation et lui demande de libérer le peuple de son emprise. Kéros accepte et reprend forme humaine, annonçant à Lufa que le peuple est désormais libre. Il se cache dans l'ombre de Lufa, mais lui confie que la guerre n'est pas encore terminée, car les deux factions se vouent toujours une haine féroce. Donna le rassure, car ils peuvent encore éviter la guerre civile, et promet de convaincre le peuple de trouver un terrain d'entente pacifique. Kos est surpris de la voir et la reconnaît comme la conseillère qui s'était effacée grâce à sa discrétion. Mais Lufa et Harry n'en croient pas leurs yeux. On voit Jupiter se cacher et prier son dieu, car il ne veut pas que Libra le trouve. Mais il réalise qu'elle est déjà derrière lui. Paniqué, il s'enfuit. Mais elle le suit partout et lui dit qu'elle peut prédire tous ses mouvements, et qu'il ne survivra pas s'il ne se rend pas. Il tente de se cacher dans une cabane, mais comprend qu'elle l'y attend déjà. Elle le menace d'utiliser son pouvoir s'il ne se rend pas. Elle lui donne 10 secondes pour se rendre et commence le compte à rebours. Il implore sa pitié, en pleurant, et elle comprend qu'il a perdu toute volonté de se battre. Elle décide donc de l'épargner. Lutu comprend que le peuple est prêt à s'entretuer et Marak leur ordonne de cesser, car le peuple démoniaque les conquérera s'ils ne parviennent pas à un accord. Mais Lutu se demande pourquoi il n'a qu'une seule aile. Il utilise alors son œil observateur et comprend que Marak a perdu une de ses ailes car il porte la marque des vaincus. Libra arrive soudainement et ordonne à tous de s'occuper de Jupiter, mais ils n'en ont aucune idée. Que se passait-il? Donna explique qu'il est l'un des 7 luminaires au service du roi démon. Les ailes blanches le reconnaissent, mais sont surpris d'apprendre qu'il est un démon. Elle ordonne à tous de s'acharner sur lui, car c'est lui qui a provoqué le conflit. Il s'apprête à l'exécuter, mais il la voit sourire et la reconnaît immédiatement. Il comprend alors qu'il a été trahi. Il se libère et se précipite sur elle, mais Libra le poignarde soudainement dans le dos et lui rappelle qu'elle le tuera s'il tente quoi que ce soit. Il est sur le point de révéler à tous la véritable identité de Donna, mais Libra l'achève. Donna est soulagée que tout soit enfin terminé. Après cela, Merrick remercie Libra d'avoir sauvé la nation et lui fait part de son désir de lui parler au château, mais elle explique qu'elle ne prendra d'ordre que de son maître. Il comprend qu'elle parle de Lufu et l'invite donc au château où il lui demande d'enlever son déguisement. Luf, lui, montre alors ses ailes et Mick n'en croit pas ses yeux, tandis que Lufu réalise qu'il n'est pas un joueur. Comme lui. Lophadi a qui l'affaiblit, mais il explique qu'il a toujours été faible et qu'il se sent indigne d'être roi, affirmant à Lu qu'il n'est rien comparé à lui. Il remarque que les héros n'auraient pas dû le vaincre. Mais Lutu le traite d'imbécile et pense que son caractère ne veut pas que Marche dise cela puisqu'elle ne regrette pas sa défaite. Il souligne que la victoire des héros n'était pas une erreur et dit à d'être fier. Car il était l'un des héros qui l'ont vaincu. Il admet qu'il ne fait pas le poids face à lui et dit à Lufa qu'il n'a pas changé d'un iota, mais il précise qu'il n'aidera pas Marak à diriger son pays et qu'il doit donc se débrouiller seul. Après le départ de Lufa du château, il remarque qu'il n'a pas l'habitude de donner des leçons, et Libra lui explique qu'elle n'a pas pu enregistrer la conversation.
Il lui demande de supprimer les photos prises pendant qu'il parlait à Marak, mais elle ignore ce qu'est une photo. Harry et Kéros pensent qu'il s'agit d'un sortilège. Lutu comprend qu'il n'y a pas de photos dans ce monde, mais il se souvient d'eux. Sa première conversation avec Donna, qu'il avait compris lorsqu'il avait mentionné le mot « photo ». Il lui propose donc de lui parler en privé. Pendant ce temps, les officiels aux ailes blanches tentent de convaincre Mar de se débarrasser du quartier noir, mais il utilise ses pouvoirs pour les intimider et leur déclare qu'il en a assez. Il ordonne à ses gardes de les emmener et se réjouit que l'affaire soit enfin réglée, persuadé d'avoir fait le bon choix. On voit un homme faire son rapport à une vampire nommée Nashu, qui lui décrit la situation assis. Elle comprend alors que Lutu est de retour et se réjouit de pouvoir régler ses comptes avec lui. Lutu demande à Donna qui elle est vraiment. Elle avoue alors qu'elle n'était pas sa conseillère il y a 200 ans et révèle qu'elle connaissait un PNJ secondaire dans la tour. Elle a donc décidé de l'utiliser. Il comprend qu'elle est une joueuse puisqu'elle sait ce qu'est un PNJ. Elle explique avoir manipulé des zones dans les souvenirs de Kéros, ce qui explique pourquoi il se souvenait d'elle comme de sa conseillère. Mais sa magie n'a pas fonctionné sur Libra, car les golems possèdent des archives et non des souvenirs. Lufa se demande alors si Donna a également utilisé son sort sur lui. Elle explique donc qu'elle ne pouvait pas implanter de faux souvenirs dans son esprit, sa volonté étant trop forte. C'est pourquoi elle a décidé de se faire passer pour un PNJ de fond afin de le tromper. Elle révèle être une testeuse bêta engagée par l'entreprise pour tester la nouvelle race des demi-elfes. Elle précise avoir accès à l'ordinateur de l'entreprise et donc en savoir long sur cet univers. Elle change la couleur de ses cheveux, révélant ainsi qu'elle peut pénétrer dans le château du peuple démoniaque grâce à son pouvoir de métamorphose. Elle confie avoir initialement prévu de pousser Luther et le peuple démoniaque à s'affronter. Mais elle réalise l'avoir sous-estimé et décide de modifier son plan, lui annonçant qu'elle le vaincra pour en faire son pion. Il pense qu'elle n'a aucune chance puisqu'elle n'est qu'au niveau 300. Mais, en vérifiant à nouveau ses statistiques, il réalise qu'elle est aussi puissante que lui. Elle se transforme en Vénus, lui révélant qu'elle est l'une des 7 lumières, puis s'envole dans le ciel où elle déchaîne ses pouvoirs et l'entoure de sa barrière. Elle affirme que personne ne peut. Elle tente d'intervenir dans leur combat. Elle le foudroie, mais sans effet. Elle l'attaque avec d'innombrables pics, mais il les repousse et utilise son alchimie pour créer des épées qui lui lancent. Elle les absorbe dans un portail grâce à son excat et les lui renvoie. Il les esquive en fonçant sur elle, mais elle se téléporte. Elle fait pleuvoir grâce à sa magie de l'eau, et ses racines jaillissent du sol. Elle leur ordonne d'attaquer Lufu, mais il les détruit d'un coup de pied météore et fonce sur elle. Elle tente de s'échapper, mais il est déjà derrière. Elle parvient à le toucher, mais il lui explique que c'est inutile. Il précise qu'elle est une mage de soutien. Donc ses attaques physiques sont extrêmement faibles et la projette violemment au sol. Il lui explique qu'elle ne peut pas le vaincre, car les unités de soutien sont censées avoir des contre-mesures face aux unités de première ligne. Il réalise qu'elle manque d'expérience, car elle ne joue que pour tester de nouvelles capacités. Il remarque que peu importe qu'il soit tous les 2 niveaux 1000, car ses compétences de jeu sont supérieures, et il lui ordonne de se rendre. Elle se demande s'il lui pardonnera de l'avoir trompée. Il lui dit alors qu'il est prêt à discuter, puisqu'elle l'a aidé tout ce temps. Il mentionne également qu'il veut connaître son objectif. Mais elle lui répond que le combat n'est pas terminé et utilise son sort ultime, créant un immense portail au-dessus d'eux, d'où surgit une météorite géante. Celle-ci menace de détruire Galéorn, et Donna se téléporte en lieu sûr, se demandant comment Lufa va contrer la météorite. Il fonce sur lui et utilise son coup de pied de fer pour l'attaquer de front, mais il n'est pas certain de pouvoir le détruire. Alors, il renforce sa jambe pour percer sa défense. Il parvient à le briser, et tous regardent ses fragments tomber au sol. Mais Donna réalise qu'elle ne fait pas le poids face à lui. Elle décide donc de se rendre. Elle révèle qu'elle n'était qu'une simple bêta-testeuse arrivée dans ce monde après le scellement de Lufa. Mais elle s'est soudainement retrouvée coincée dans l'avatar qu'elle utilisait. Elle remarque que ce monde est différent de celui qu'elle connaît, car il y a beaucoup de joueurs de haut niveau. Elle mentionne également que ceux qui n'ont pas été mentionnés dans les romans n'existent pas. Elle suppose donc qu'ils se trouvent dans le monde décrit dans les romans du jeu.
Lutu sait que de nombreux joueurs n'ont pas été inclus dans l'histoire officielle du jeu, car seuls quelques auteurs y ont travaillé. Mais il se demande pourquoi Dena existe dans ce monde, puisqu'elle n'était qu'une bêta-testeuse. Elle explique alors que son cas est différent, car elle n'était pas originaire de ce monde. Lutu comprend que les humains ont perdu face au roi démon, car la plupart des joueurs de haut niveau du jeu original n'ont pas survécu jusqu'à ce monde. Dena sait qu'elle ne peut le vaincre seule. Elle a donc décidé d'infiltrer le peuple démoniaque et de retarder leur conquête de l'intérieur. Lutu réalise qu'elle l'a aidé car elle voulait qu'il vainque le roi démon, et elle lui avoue avoir trahi Jupiter. Mais soudain, un étrange malaise l'envahit à nouveau. Il se demande si quelque chose cloche dans ce qu'elle lui dit et lui demande si elle est son ennemie. Elle admet alors avoir tenté de le manipuler, mais affirme ne pas vouloir être son ennemi. Il lui ordonne de le servir à nouveau et précise qu'il passera l'éponge, se sentant redevable envers elle pour l'avoir aidé dans ce monde. Il ajoute qu'avoir un conseiller louche lui semble amusant, car il apprécie d'avoir des subordonnés dangereux. Elle comprend alors qu'il est un manipulateur, car son comportement est loin d'être celui des véritables Lufa. Il est ravi d'avoir enfin trouvé quelqu'un dans la même situation que lui, se considérant comme les seules anomalies de ce monde, et il sait qu'ils souhaitent tous deux exterminer le peuple démoniaque. Il lui demande de l'aider en mettant sa force et ses connaissances à profit. Et elle pense qu'il a les capacités nécessaires pour vaincre le roi démon. Elle décide donc de continuer à travailler pour lui. Mais Libra arrive avec les autres, et il l'interroge sur la météorite. Il leur explique alors qu'elle a été créée par une force mystérieuse qui tentait d'attaquer Galéhorn. Il s'excuse de ne pas les avoir convoqués lorsqu'il a eu connaissance de la menace, mais remarque qu'ils ont accompli leur mission. Il devrait commencer à chercher l'étoile céleste Pténus. Il demande à Kos s'il a des informations sur les autres étoiles. Kos explique alors que l'une d'elles, Scorpius, a décidé de s'allier aux démons pour venger Lufa, tandis que l'étoile Léon est en guerre contre Nashu. Lufu ne souhaite donc pas s'impliquer. Kéros mentionne cependant avoir entendu une rumeur parmi les démons, le royaume aurait réussi à invoquer le héros. Nous rencontrons un garçon qui mène une vie ordinaire au lycée. Soudain, il entend une voix appeler à l'aide et le royaume l'invoque comme son héros. Les invocateurs, ravis du succès du rituel, lui expliquent leur situation. Il comprend alors qu'ils ont besoin de lui pour vaincre Lua et le roi démon. Il le supplie de les aider et il se souvient des leçons de son père, ne jamais abandonner son prochain. Il promet donc de faire de son mieux. Quelques semaines plus tard, on le voit s'entraîner avec un capitaine nommé Friedrich, réputé comme le plus grand épéiste du monde. On apprend cependant que ce dernier ne parle pas le langage humain. Ce ne comprend pas ce qu'il dit. Le vice-capitaine traduit alors les propos de Friedrich, révélant sa colère car se s'est laissé distraire pendant leur entraînement. Un elfe nommé Cross lui annonce qu'ils ont enfin réuni une équipe pour son voyage, et il se présente devant le roi, qui le présente à ses compagnons. On apprend que Friedrich et le vice-capitaine font partie du groupe du héros, que Cross sera leur acolyte et qu'une jeune fille nommée Alfie sera leur mage. Le roi ajoute qu'ils ont reçu des golems d'acier de Maga, qui leur seront utiles pour leur périple. Et l'on découvre que l'escouade secrète de 10 Rangers a également décidé de se joindre à eux. Le roi ordonne à ceux de commencer son voyage. Alors, la foule l'acclame tandis qu'il part avec son groupe. Mais lorsqu'il met le pied dehors, ses compagnons paniquent en apercevant quelque chose au-dessus d'eux. Les golems dysfonctionnent soudainement et les Rangers battent en retraite, réalisant que Lufa et le roi démon sont apparus. Oh! Revient au moment où Kéros annonçait à Lufa que le royaume avait pu invoquer un héros, et il se souvient du joueur Elias qui avait reçu la classe de héros dans le jeu. On apprend que cette classe lui avait permis de développer ses capacités à une vitesse incroyable, ce qui lui avait permis d'atteindre le rang de joueur le plus élevé. Mais Lufa sait que le peuple démoniaque est au courant de l'existence du nouveau héros. Et il craint qu'il n'envoie quelqu'un pour le tuer dès le début de son voyage. Dena révèle que le pays est entouré d'une barrière créée par Eliat, qui a utilisé sa compétence de succession d'âmes pour tenir le peuple démoniaque à distance. Et Lufa se souvient de son fonctionnement. Il sait donc que ce sort renforce les alliés de l'utilisateur dans la zone, tout en affaiblissant les capacités ennemies, et que l'effet dure jusqu'à la fin du combat. Cependant, l'utilisateur meurt systématiquement après l'avoir utilisé. Lofa
pense que la mort est définitive dans ce monde, et que l'utilisateur ne réapparaîtra donc pas comme dans le jeu. Dena remarque qu'Eliat a été plongé dans un sommeil éternel après avoir créé la barrière. Lufa comprend qu'il protège toujours la nation et pense donc que le héros y sera en sécurité. Dena mentionne que seul le roi démon et son fils peuvent la franchir. Mais Lufa pense que le peuple démoniaque enverra cette luminaire pour éliminer le héros. Il y voit l'occasion idéale de les neutraliser et décide donc de se rendre au royaume. Mais à son arrivée, il constate que les 7 luminaires sont absents et trouve à la place le roi démon Orm. Nous revenons au présent. Orm salue Lufa et déchaîne sa puissance, forçant le groupe du héros à s'incliner devant lui. Il révèle que les démons surnomment Lufa l'étoile de la mort, car il tue quiconque croise son chemin. Il déchaîne également sa puissance, se demandant si Arm est venu par peur du héros. Il explique alors que ce n'est pas le cas, car il ne craint que la déesse et Lufa, et révèle être venu le rencontrer. Il admet avoir toujours évité de l'affronter directement. Mais après la mort de Lufa, il a compris que Lufa était le seul à agir en dehors du plan de la déesse. Il ne comprend pas ce qu'Orm veut dire et lui demande des explications. Orm lui rétorque alors de se battre s'il veut comprendre. Le combat s'engage, détruisant tout sur son passage. Le groupe du héros sombre dans le désespoir, réalisant qu'il n'a aucune chance. Le combat entre Lufa et Orm s'engage. Ils échangent des coups et Orm parvient à placer une attaque puissante, mais Lufa encaisse et l'envoie dans l'espace. Il charge son poing et frappe Orm de toutes ses forces. L'attaque fend le ciel, mais Orm parvient à la bloquer. Il dit à Lufa que sa force est impressionnante et remarque qu'il n'a pas affronté d'adversaire digne de ce nom depuis 200 ans. Lufa tente de garder son sang-froid, mais il est en réalité stupéfait par la puissance d'Orm et pense qu'il perdra si le combat s'éternise, car Orm a plus de points de vie que lui. Il retombe sur terre et Orm demande à Lufa pourquoi il ne se bat pas à pleine puissance, sachant que le Lufa d'il y a 200 ans était plus fort que lui. Lufa ne comprend pas. Orm réalise alors qu'il affaiblit et lui dit qu'il est encore trop tôt pour un combat. Orm lui explique qu'il ne peut pas déjouer le scénario de la déesse dans son état actuel et remarque que c'est ce que suit le monde entier, révélant ainsi que la déesse utilise les démons comme pions. Il explique que les démons tuent pour survivre et précise qu'ils disparaîtront et se transformeront en mana s'ils ne le font pas, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent vivre sans violence. Il note que la déesse les a créés avec ce défaut pour pimenter son scénario et qu'elle l'a chargée de les gérer. Cross se demande si elle fait cela parce qu'elle veut que tout le monde souffre. Et Orm lui dit qu'il a raison, expliquant qu'elle a forcé les héros à se débarrasser de Lufakar. Les démons le craignaient. Il se souvient comment les héros ont regretté de l'avoir vaincu car cela a permis aux démons d'envahir le territoire humain. Et Orm pense qu'il a essayé de mettre fin au scénario parce qu'il a atteint la vérité avant tout le monde. Mais soudain, Dena invoque une météorite pour attaquer Orm, qu'il a détruit sans effort. Libra le foudroie avec son laser et s'envole avec Lufu. Il lui dit qu'il n'est pas encore temps de battre en retraite, mais elle continue de s'éloigner avec lui. Orm demande à Dena pourquoi elle l'a attaqué. Elle explique alors qu'elle voulait simplement gagner la confiance de Lufu. Il remarque que Lufu est devenue plus faible et lui demande si elle y est pour quelque chose, mais elle lui répond que seule la déesse a ce pouvoir. Or et Dena se téléportent, laissant le groupe du héros sous le choc, persuadé de ne pas être à la hauteur de sa mission. Lufu se demande pourquoi Libra l'a emmené de force, inquiet pour la sécurité du héros. Mais Dena apparaît et mentionne que le roi démon vient de partir, le héros ne représentant aucune menace. Lufu monte sur le toit et réfléchit au scénario évoqué par le roi démon concernant la déesse. Il sait que la déesse représentait les développeurs du jeu, mais il trouve le monde de plus en plus différent et ne comprend plus ce qui se passe. Quelques jours plus tard, le roi s'excuse auprès d'Alfie et de son groupe de rangers qui ont fui, mais le rassure en lui disant qu'il lui a préparé de nouveaux compagnons. Il présente Gans, le père d'Alfie, le mercenaire le plus puissant et membre d'une troupe d'aventuriers d'élite. Il s'avère que c'est le groupe que Dena a manipulé pour qu'il débarrasse la tombe de Luf. Le roi décide lui aussi de se joindre à eux, voulant prouver qu'il est encore utile, mais ces hommes finissent par le retenir. Il se demande s'il commet un crime, mais Cross le rassure. Leur nouvelle équipe formée, ils se préparent à repartir pour vaincre le roi démon. Pendant ce temps,
Le groupe de Lufa arrive à Vanahem à la recherche de Partni. Dena remarque qu'elle protège la patrie de Lufa depuis 200 ans, mais Luffy se demande comment c'est possible puisque Partni était un humain. Ils franchissent facilement la barrière, et Luffy en déduit qu'ils sont reconnus comme alliés. Ils arrivent chez Partenu, mais sont surpris d'y trouver une créature céleste à la place d'un humain. Caroès tente de l'intimider, mais Luffy le repousse aussitôt et s'excuse, demandant à voir Partenu. La jeune fille reconnaît Lufa à ses ailes et se présente comme Libra. Elle propose de les emmener voir Partni, disant qu'elle sera heureuse de les voir, mais ils finissent par se rendre sur sa tombe. Libra explique que la foi de Partenu en Luther l'a maintenue en vie, mais qu'elle s'est étouffée avec un fruit l'année dernière. Lua se souvient que Dena lui avait dit que les 12 étoiles du ciel étaient toujours là. Elle remarque. Elle constata que la barrière était toujours active et en conclut que Partenu devait encore être dans les parages. Libra remarqua que la rancune de Partenu la maintenait dans ce monde sous forme de fantôme. Lutu se demanda alors où il pourrait la trouver. Libra expliqua qu'elle se trouvait dans la barrière et qu'elle en sortait de temps à autre pour la réparer. Elle précisa que la prochaine apparition pourrait avoir lieu dans quelques mois et Luther pensa qu'il pouvait attendre, mais Kao lança soudain une énorme explosion d'énergie pour détruire la barrière. Il pensait avoir réussi, mais Luther le foudroya du regard, car Partenu pourrait désormais les considérer comme des ennemis. Ils décidèrent d'attendre son retour, mais au bout d'un moment, elle ne se montrait toujours pas. Ils se demandèrent alors si elle était déjà passée d'eux. L'autre côté. Lofa pensa qu'il pouvait partir, mais Liber lui rappela sa mère. Sachant que le véritable Lufa lui rendait hommage chaque année, il décida d'aller se recueillir sur sa tombe. Dena trouve la montagne trop haute, alors Lua transforme leur voiture en jet et ils décollent pour la gravir. Après l'atterrissage, Lua est pris de nostalgie, même s'il n'y est jamais allé auparavant, et il revoit les souvenirs de Lutu, l'époque où elle était harcelée. En se promenant, Libra lui demande ce que c'était que de vivre là-bas. Il explique alors comment il a été discriminé, mais Dena le met en garde en secret, il ne doit pas se laisser entraîner dans les souvenirs de Lufa, de peur qu'il ne perde le sens de son identité. Soudain, une explosion retentit. Libra et les autres saccagent les lieux, car c'est un endroit où il a été si maltraité. Mais il les réprimande. Aussitôt, ne voulant pas qu'ils profanent la tombe de sa mère. Ils arrivent à l'ancienne maison de Lufa, que Kéros trouve impressionnante. Mais Lufa précise qu'il a en réalité grandi dans la cabane d'à côté, car son père le détestait. Il demande à ses compagnons s'ils ont entendu parler du plan de la déesse, et aucun n'en sait rien, mais Partenu apparaît soudain. Elle s'apprête à expliquer la situation, mais demande d'abord à Lufa combien de souvenirs il lui manque, ce qui le surprend. Elle remarque qu'il lui avait dit que ce serait le cas car la déesse risquait de perturber sa résurrection. Il se demande pourquoi il lui a demandé de sceller la cité il y a 200 ans. Elle demande alors à lui parler en privé. Elle lui révèle l'existence de l'un des 5 dragons de la déesse, le dragon céleste. Lufa sait qu'il s'agit d'une créature légendaire, qui n'apparaît que dans les livres de tradition. Il ne pense pas pouvoir la vaincre. Partenu révèle alors qu'ils sont tous plongés dans un profond sommeil, mais qu'ils se réveilleront si le monde est réellement en danger et qu'ils rempliront leur rôle de gardien. Lufa comprend alors qu'il lui a demandé de sceller la cité, pour pouvoir la sceller à jamais. Et il sait qu'il détruirait tout s'il se réveillait. Partenu lui raconte comment il a comploté pour anéantir le plan de la déesse. Sachant qu'il ne pouvait vaincre à la fois la déesse et les 5 dragons, il a agi le premier et a scellé les 5 dragons à travers le monde, prévoyant d'affronter la déesse après avoir vaincu le roi démon. Partenu remarque que les autres astres ont réussi à sceller 3 autres dragons, mais que le dragon de la lune reste introuvable. Luffy se demande alors s'il se trouve réellement sur la lune. Partenu s'interroge sur ses projets. Luffy confie vouloir toujours se recueillir sur la tombe de sa mère. Partenu le met en garde contre le pouvoir d'avatar de la déesse. Même si elle ne peut interagir directement, elle peut invoquer des avatars qui lui obéissent et peut donc être n'importe où. Il lui conseille de rester vigilant. Alors que Luffy se recueille sur la tombe de sa mère, il se demande ce qui a bien pu passer par la tête de la véritable Lufa lorsqu'elle s'est disputée avec la déesse. Il comprend alors que celle-ci le considérait comme un fardeau et qu'elle s'est servie de lui pour l'empêcher d'atteindre son but. Mais il s'interroge, pourquoi a-t-il été choisi ?
Il trouve enfin sa raison d'être, déterminé. À tout faire pour rencontrer la déesse et découvrir pourquoi elle l'a entraîné dans ce monde. Il réalise qu'il n'a fait que dans ses dents. Il prévoit donc de découvrir le but de Lufa et de le réaliser lui-même afin que la déesse n'ait d'autre choix que de le retrouver. Mais c'est là que s'arrête cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.